Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La peinture vous a permis de construire le cadre d'une vie haute en couleurs. Vous avez passé 40 ans dans un musée tout en regardant en permanence vers demain. Vous avez collectionné les honneurs, mais surtout les dessins, et cela toujours animé de bonnes intentions, comme les dessins. Bonjour Pierre Rosenberg. Bonjour. Bon, alors vous avez une vie incroyable et passionnante et je vous remercie d'être ici au micro de Sud Radio. D'ailleurs, votre écharpe va avec le rouge de Sud Radio. On va en parler tout à l'heure. Il y a le salon du dessin du 26 mars au 31 mars à Paris. Vous y êtes liés, c'est important. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle est lointaine. Le 2 mars 1965, c'est votre première télé, une édition spéciale des actualités télévisées sur un peintre italien du XVIIe siècle, le Caravage. Et vous êtes interviewé pour la première fois. Ah bon? Vous vous en souvenez? Vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez. Ah, c'est un reportage où vous expliquez que ce peintre a révolutionné la peinture du XVIIe siècle, qu'il a connu la célébrité de son vivant, mais 3 siècles de purgatoire. Et qui est aujourd'hui évidemment le peintre le plus connu au fond du grand public à cause de sa vie. Il a tué quelqu'un dans son existence. Il est devenu une espèce de grande vedette. C'est même assez intéressant que vous évoquiez son nom, parce qu'après tout, pendant longtemps, le grand peintre qui dominait l'histoire de la peinture, c'était Raphaël. Exactement. Et maintenant, si j'ose dire, Caravage l'a un peu supplanté. Alors la question qui se pose est de savoir qui sera le nouveau Caravage. Quel sera l'artiste qui, dans les générations plus jeunes que vous et moi, supplantera Caravage? Je ne sais pas. Alors, il se trouve que pourquoi vous êtes à la télévision ce jour-là, Pierre Rosenberg, c'est une exposition au musée du Louvre dont vous êtes le commissaire général sur la Caravage. C'était une exposition extrêmement courageuse qu'on avait faite à l'époque parce qu'on avait obtenu des prêts que plus personne n'obtiendrait aujourd'hui. Ah bon? On avait obtenu les grands Français de Rome qui ne voyagent plus. C'est une exposition qui prouve en effet à quel point encore en 65, Caravage était considéré comme un immense artiste, mais pas au point d'être sacralisé au point qu'on ne peut plus prêter ses œuvres. Les musées qui ont des Caravages refusent de les prêter. Et tellement pour eux d'avoir un Caravage dans leur musée, il a une assurance de visiteurs. Et c'était tout à fait étonnant parce qu'à l'époque, en 65, vous disiez que les peintres du XVIIe siècle n'étaient pas encore très connus en France. C'est vrai, et surtout les peintres, si j'ose dire, italiens. À l'époque, c'était aussi le début de la résurrection, de la redécouverte de Georges Latour, ce qui était complètement inconnu, beaucoup plus que Caravage, et qui au fond est une conquête de l'histoire de l'art. Georges Latour n'existerait pas sans les historiens d'art. Alors la redécouverte de Georges Latour, en fait, elle a commencé en 1934 par une exposition que naturellement je n'ai pas vue malgré mon grand âge, mais elle a continué par une exposition en 1972. Dont j'étais commissaire de l'exposition avec Jacques Tuillier, et c'était l'exposition de 72 sur Georges Latour qui a fait de Georges Latour le peintre archi populaire qu'il est. Mais il était alors, lui, totalement tombé dans l'oubli. Les gens le confondaient avec Maurice Quentin de Latour, le pastelliste du XVIIIe siècle, et aujourd'hui c'est une des grandes vedettes. Et alors l'exposition de 72, ça peut amuser vos auditeurs. Pourquoi l'avions-nous faite? À l'époque, c'était Michel Laclotte qui dirigeait le département des peintures. Je l'avais faite avec Jacques Tuillier, qui à l'époque n'était pas encore professeur au Collège de France. Pourquoi l'avions-nous faite? Parce que nous avions acheté un tableau de Georges Latour, Le Tricheur, un tableau magnifique, un des plus célèbres du Louvre aujourd'hui. Nous l'avions payé, je m'en souviens très bien, 10 millions de francs. Je dis bien francs. Et à l'époque, j'avais dit, comme d'autres d'ailleurs, jamais plus le Louvre n'achèterait un tableau aussi cher. Aujourd'hui, 10 millions de francs, c'est quoi? Ça correspond à je sais pas, 3 000 euros, non, 30 000 euros. C'est dérisoire. Et c'est plutôt 10 millions d'euros maintenant, le prix de base d'un tableau. Alors, votre première exposition, et c'est un peu un hasard ou le destin, Pierre Rosenberg, c'est 4 ans plus tôt à Rouen, où il y a un musée qui vous demande d'organiser une exposition sur Poussin en catastrophe. Voilà, exactement. Vous avez raison, en catastrophe, parce qu'il y avait eu vous savez que Poussin est mon grand homme. Oui. C'est l'homme de ma vie. Et le catalogue raisonné de l'œuvre de Poussin paraîtra au début de l'année prochaine. Il y a 4 volumes, 11 millions de signes, et je peux même vous livrer une information qui est alors complètement inédite, car je la sais que depuis avant-hier, c'est qu'il y a 2 prix. Il y a le prix de vente du livre quand il sera paru, puis il y a un prix de souscription. Et je me suis battu pour que le prix de souscription ne soit pas trop élevé, de manière à ce que les gens moins fortunés puissent l'acquérir également. Donc j'ai demandé de l'argent à toutes sortes de personnes pour que le livre se vende moins cher. C'est de l'argent important
dans la mesure où c'est de l'argent qu'on ne peut pas défiscaliser. Donc les gens qui ont donné pour que le livre ne se vende pas trop cher ont fait un vrai don. Et alors la souscription, c'est 290 € pour les 4 volumes, donc c'est un prix que je crois assez abordable pour... je crois que ça pèse 6 kilos, quelque chose comme ça. Le peintre était extraordinaire. Il peignait après avoir réalisé de petites figurines qui étaient la base de ces tableaux. Oui, alors il avait en effet une espèce de boîte qu'on a reconstituée, une boîte dans laquelle il disposait les figures de ces tableaux qu'il déplaçait. Poussin, pour moi, le plus grand peintre français de tous les temps. Alors, vos auditeurs peuvent ne pas être d'accord, préférer Cézanne, je ne sais pas qui d'autre. Pour moi, c'est le plus grand peintre français. En tout cas, au XVIIe siècle, il y a d'un côté Rembrandt, Rubens, il y a Caravage, que vous avez cité, il y a Velázquez, et du côté de la France, il y a Poussin. Et Poussin, naturellement, de tous ces peintres, est peut-être celui qui est le plus difficile. C'est un peintre difficile, il a mis la barre très haut. Il demande une certaine concentration pour regarder ces tableaux. Il demande une certaine érudition pour les sujets. Mais une fois qu'on est tombé dans la marmite Poussin, on est tombé pour toujours dans la marmite Poussin. Je peux continuer sur la marmite Poussin? Oui, moi, j'aurais surtout parlé maintenant de votre vie, parce que finalement, vous n'êtes pas né dans une famille de peintres, mais votre père était avocat, et votre famille a dû fuir l'Allemagne au moment où Hitler est arrivé au pouvoir. Exactement. Je reviendrai à la raison qui ont fait que... en effet... je suis né à Paris en 1936 et mon père a été radié du barreau de Cologne dès l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, et mes parents se sont réfugiés en France. En France, pourquoi? Mon père parlait français, il avait fait un peu ses études en Suisse, francophone, la Suisse française, et ma mère était une vraie intellectuelle qui faisait sa thèse à ce moment-là sur Henry James et les femmes, un sujet qui aujourd'hui lui aurait valu je sais pas quoi. Et c'était... oui, c'était une grande chose. Et je voudrais à ce propos rappeler le père de ma mère, qui s'appelait Nassauer, qui était un gynécologue très célèbre, qui a écrit un livre encore célèbre en Allemagne aujourd'hui, qui s'appelait Der gute Doktor. Et donc le Nassauer, il avait dans son livre Der gute Doktor recommandé que il était gynécologue, il avait recommandé que les gynécologues, avant l'accouchement, se lavent les mains. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Et il a, je crois, travaillé pour le tsar de Russie à une époque. Exactement. Il avait été en Russie pour accoucher, non pas le tsar, mais sa femme. Alors, vous avez connu la guerre, et la guerre, vous étiez enfant. J'étais caché pendant la guerre dans le sud-ouest, en Lot-et-Garonne et en Gironde, et j'ai plaisir à rappeler que les paysans qui nous ont sauvé la vie, à Cazogita, Gironde, sont juste parmi les nations qui est, à mon avis, la plus belle décoration qu'on peut rêver d'avoir. Oui, en fait, c'est en 1953 que le Parlement d'Israël, le Knesset, a décidé d'honorer les justes parmi les nations, et il y en a aujourd'hui près de 30 000 dans le monde. Ah oui, oui, oui. Alors ceux du Sud-Ouest ont leur nom à la gare de Bordeaux. Il y a une plaque qui nomme les quelques dizaines de justes parmi les nations de la région du Sud-Ouest. Et alors ces paysans, mes parents ont gardé l'excellent contact avec eux. Je suis très longtemps retourné. Et maintenant, je vais chaque été, autour du 15 août, à Castillon-la-Bataille, ouais, où vivent les enfants des justes de la nation, qui ont mon âge. Il se trouve aussi que vos études, c'est au lycée Charlemagne, où Gustave Doré, d'ailleurs, a fait ses études. Vous savez pas, oui, le Charlemagne est un lycée très chic. Il y a eu longtemps, nous en flattions, le plus grand nombre. L'Académie française avait à un certain moment 4 ou 5 élèves du lycée Charlemagne parmi les 40 soi-disant immortels. Alors, il se trouve que la découverte de la peinture, je crois que c'est votre mère qui vous amène régulièrement au musée du Louvre. Absolument. Dès que mes parents sont revenus à Paris après la Libération, mes parents, qui avaient l'habitude des musées, m'y ont conduit. Et je ouvre là encore une parenthèse, celle-ci, vous allez me permettre de la développer. Si je suis allé dans les musées, c'est grâce à mes parents. Et un des grands échecs de ma carrière, c'est de ne pas arriver à imposer à l'enseignement supérieur, dans l'enseignement tout court, l'enseignement de l'histoire d'art dans les lycées. Si on ne va pas, si on n'a pas des parents qui vous conduisent dans les musées, les chances que vous avez de les connaître, d'y entrer, d'en participer, d'en bénéficier, d'en profiter, sont minimes. Et l'école ne fait pas son boulot. Elle devrait nous enseigner à nous tous l'histoire de l'art au lycée, comme c'est le cas en Italie. Les Italiens sont beaucoup plus à l'aise, il suffit d'aller au Louvre pour le vérifier, devant un tableau, que ne le sont les Français qui sont toujours un peu intimidés, qui ne savent pas très bien ce que c'est.
On apprend à écrire, on n'apprend pas à voir à l'école. Et c'est un de mes grands échecs professionnels. Oui, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un y pensera. Ah ben j'espère bien. Le problème, ce sont les formalités administratives pour réussir ce genre de choses. Le problème, c'est que, je sais pas, les inspecteurs d'académie n'aiment pas cette idée. Il faut dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est quand même d'apprendre à lire et à écrire. Et votre école, au départ, qui a tout changé, c'est l'école du Louvre, Pierre Rosenberg. Oui, absolument. J'ai fait là, en même temps des études de droit et des études d'histoire de l'art, à ce qu'on appelait à l'époque la section supérieure de l'école du Louvre. Elle avait tous les mérites, cette section supérieure. Elle vous donnait le titre d'élève des grandes écoles, mais elle avait un gros défaut, c'est qu'elle ne vous assurait pas d'un poste. C'est-à-dire que vous aviez... Mais maintenant, naturellement, les jeunes qui passent le concours, comme on dit, le concours des conservateurs, du jour qu'ils ont réussi ce concours, ont un salaire. Et par conséquent, c'est autre chose que nous qui peignions à passer nous avons beaucoup de mal à passer cet examen de la section supérieure de l'école de Louvre sans savoir du tout où nous allions. On dit, quelques-uns de mes collègues de ces années-là recevaient un magnifique titre, ça s'appelait, on était attaché libre. Oui. Attaché libre, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. Sauf qu'on n'était pas payé. Voilà. Mais vous avez gagné uniquement à être connu à cette période. Et alors là, oui, moi j'ai eu de la chance, j'ai été nommé. J'ai reçu de Malraux lui-même la lettre qui m'annonçait que j'étais nommé au département des peintures comme assistant, alors que j'étais aux États-Unis, à Yale, comme conseiller Faucillon. Voilà, 3 mois là-bas pour parfaire votre culture. 3 mois là-bas pour connaître les musées américains, qui à l'époque, sur certains plans, étaient très à l'avance sur les musées français. Alors ça, c'est le point de départ de votre carrière. Et il y a une autre date importante dans votre vie, et on va l'évoquer dans quelques instants, le 12 octobre 1994. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Rosenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Rosenberg, nous évoquons votre parcours au musée du Louvre depuis le jour où vous avez découvert la passion des musées au Louvre et avec cette arrivée en France de votre famille. Et là, il y a une date importante dans votre parcours, c'est le 12 octobre 1994. C'est ce jour-là que vous êtes nommé président-directeur du Louvre, ce que vous n'imaginiez pas au départ. Non, bien sûr que non. Je ne me souvenais pas de la date, moi j'avais l'impression que c'était le 13 avril. Mais enfin, vous savez ça mieux que moi. En tout cas, oui, j'étais nommé à ce moment-là président-directeur du Louvre. C'était un poste assez intéressant qui n'existait pas depuis longtemps. Parce qu'autrefois, le Louvre était considéré comme un musée parmi les autres. Et le personnage important du Louvre, c'était le président, c'était le directeur des musées de France. Et de mon vivant, le Louvre a acquis son autonomie à tous les points de vue. C'est-à-dire autonomie financière, autonomie de gestion, et ça c'est tout nouveau. Et Michel Laclotte, mon prédécesseur, le plus grand directeur du Louvre depuis Dominique Vivant-Denon, le directeur du Louvre à l'époque de Napoléon, a été le premier président-directeur du Louvre, et moi le second. Voilà, et c'est un poste assez amusant et assez important, puisque après tout, vous avez à gérer 2200 personnes. Oui, et vous avez été choisi alors que vous étiez le doyen des conservateurs. Oh, j'ai été choisi parce que j'étais choisi parce qu'il n'y avait personne d'autre. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, je n'aurais pas eu le poste. Mais c'était une nomination, si j'ose dire, elle n'a pas posé beaucoup de problèmes. Alors, il se trouve aussi que vous avez débuté au bas de l'échelle et que vous avez petit à petit gravi les échelons, Pierre Rosenberg. Au département des peintures. J'ai été au département des peintures, assistant conservateur chef, je ne sais même plus comment les titres successifs. Voilà. En même temps, à chaque fois, ça a été une progression. Mais c'est un énorme travail depuis le début, depuis le jour. Mais le département des peintures, évidemment, bon, moi je parle, et le grand département des peintures à cause notamment de la Joconde. Oui, bien et sûr. Il attire tous les regards. Donc le conservateur du département des peintures a une espèce de rôle important. Oui, important. Et surtout, il a un rôle très important dans un domaine qui m'a beaucoup occupé, intéressé, c'est celui des acquisitions. Si vous voulez, un musée qui n'achète pas, un musée qui meurt. Et le département des peintures, aujourd'hui encore, et de mon temps aussi, naturellement, a beaucoup acheté. Le goût change. Et un musée comme le Louvre, qui a des prétentions universelles de montrer un peu tout, doit tenir compte de cette actualité. Je te parlais de Georges Latour. Il n'y avait pas de Georges Latour au Louvre avant la guerre. Il a fallu que la découverte de Georges Latour soit suivie par les musées, par l'achat des tableaux, très convoités par les musées américains. Par conséquent, le rôle du département des peintures, le rôle de ses conservateurs et de son chef, bien sûr, est de se tenir à jour de l'actualité, de voir un peu les artistes peu connus qui connaissent un retour de popularité. Je
prends un exemple tout bête, un peintre que j'ai bien aimé, Subléras, qui a eu une carrière franco-française et romaine, de mon vivant, je suis encore en vie, il était un peintre totalement oublié aujourd'hui. Tous les grands musées du monde, la National Gallery de Londres, le Metropolitan, veulent leur Subléras. Donc, il faut là aussi que le Louvre soit sur le présent et qu'il soit, dans un certain sens, un peu avant les autres pour acquérir des œuvres avant qu'elles ne deviennent trop chères. Alors, le musée a beaucoup évolué sous votre présidence directoriale, mais quand vous êtes arrivé, mais vraiment comme simple assistant, le musée du Louvre était connu grâce à un feuilleton de télévision. Belphégor. Belphégor. Ah, oui. Car Belphégor a marqué l'histoire du musée du Louvre. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous aviez suivi ce feuilleton, Pierre Rosenberg? Non, je me souviens pas très bien de Belphégor. En fait, pendant 4 semaines, la France était tellement accro à Belphégor que les salles de cinéma étaient vides le samedi soir. Ah bon, bravo. Et ça marchait, c'est-à-dire que c'était passionnant. Au départ, c'était l'adaptation d'un roman de 1927, mais le livre avait disparu et Claude Barma, qui a réalisé le livre, a dû aller à la Bibliothèque nationale pour photocopier et photographier les pages. Et ensuite, André Malraux a refusé que l'on tourne au Louvre. Et c'est simplement l'extérieur du Louvre qui est... Ah oui, je me souviens de ça. J'ai bien connu André Malraux, naturellement, j'ai bien connu. Je lui ai souvent servi d'interprète. Ah bon? Oui, parce qu'il croyait que je parlais bien les langues étrangères, et par conséquent, je me souviens d'une visite absolument, mais qui était très amusante, où il promenait Adenauer, qui était à l'époque le chancelier allemand, et qui parlait pas français, et Malraux ne parlait pas allemand. Et moi, je faisais l'interprète, et je vous garantis que c'est pas mon métier, que de traduire Malraux en allemand à toute vitesse, c'était pas une mince affaire. Surtout que Malraux partait dans des grands discours un peu difficiles à traduire, et des grandes envolées. Et Adenauer, lui, collectionnait la peinture. Il y avait une jolie collection de tableaux allemands, naturellement. Et lui, il voulait savoir le prix des tableaux. Alors, il disait à Malraux, « Wie viel kostet das Bild ?» Et Malraux, naturellement, partait en grande... C'était assez... Mais pour revenir, et là, je ne me laisserai pas intimider par vous, sur ce que vous disiez du Louvre. Oui. On oublie que ce Louvre que j'ai connu, que j'ai parfois inauguré dans certains de ces grands moments, à l'époque, nous avions calculé sur un Louvre de 4 millions de visiteurs. Nous avions pensé à 4 millions de visiteurs, 4 millions et demi. Et maintenant, il y en a 10. Oui. Alors, ça pose toutes sortes de problèmes. Par exemple, j'en pose un que je cite souvent, les toilettes. Oui. Quand vous avez pensé à des toilettes pour 4 millions de personnes et qu'il y en a 10, c'est plus le même problème. Par conséquent, je comprends qu'aujourd'hui, ce genre qu'il faut tenir compte de cette évolution et par conséquent repenser une grande partie du musée. Les toilettes, les dames, elles veulent pas faire la queue 1 heure. Et pourtant, c'est le cas souvent maintenant. Nous n'avions pas pensé que le succès du Louvre serait tel, et que, quand je dis le succès du Louvre, c'est-à-dire en fait de la Joconde et de quelques autres œuvres, mais peu, serait tel qu'il obligerait le musée à repenser complètement ses structures. Mais quand vous êtes arrivé à la tête du musée, oui, Pierre Rosenberg, il n'y avait même pas de lumière dans toutes les salles. C'est vrai. La lumière. Puis il y avait quelque chose qui amusait beaucoup les historiens d'art de tous les pays. Il y avait partout marqué colonne sèche. Les gens se demandaient ce que c'était ces colonnes sèches, on les voyait partout, ces inscriptions sur le mur. Je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui. Colonnes sèches. Et il se trouve aussi que vous avez vécu la naissance du Grand Louvre, de tout ce qui s'est passé autour, et ça a boosté le musée. Ça a donné bien sûr, le musée est devenu un must obligatoire pour tout touriste qui vient à Paris. Ce que je regrette évidemment amèrement, c'est qu'ils ne viennent que pour la Joconde. Nous pensions, nous aussi, quand nous avons repensé le Louvre, car c'est ça que nous avions fait, comme il faut le faire aujourd'hui à nouveau, si j'ose dire, quand nous avions repensé le Louvre, non seulement nous avions pensé à 4 millions de visiteurs, mais nous n'avions pas suffisamment pris en compte le fait que ces visiteurs n'iraient voir que certaines œuvres, qu'ils iraient voir la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace et les esclaves de Michel-Ange, naturellement la Joconde. Et peut-être si nous l'avions repensé en pensant à ces 10 millions de visiteurs à venir, nous aurions disposé des œuvres de manière moins rapprochée, de manière à ce que les visiteurs s'étaient répartissent mieux dans le musée. Aujourd'hui, allez au Louvre, il y a des salles entières, des sections entières où il n'y a personne. Oui. Et c'est désolant. Nous avons pris une décision très lourde, celle de présenter la peinture française au second étage de la Cour Carrée, et non pas dans la grande galerie. On aurait pensé que nous aurions voulu donner la priorité à la peinture française, parce qu'après tout, le Louvre est un musée français, et par conséquent, la présenter dans la grande galerie. Et nous ne l'avons pas fait,
pour diverses raisons, mais une des raisons, c'est que si nous avions présenté la peinture française dans la Grande Galerie, nous aurions été considérés comme chauvins, comme nationalistes. Alors nous avons pris courageusement la décision d'aller au second étage. À l'époque, une décision lourde qui a été critiquée. Et avec le temps, je crois que c'était la bonne décision. Il se trouve aussi que vous aviez une double activité, car il fallait diriger le Louvre et en même temps hanter les galeries et même le marché aux puces pour trouver des tableaux. Oui, bien sûr, mais ça faisait partie de mon métier. Oui. Un conservateur, il doit aller aux puces, il doit aller, j'en reviens, il doit aller à Maastricht, où j'étais avant-hier, la grande foire des antiquaires. Un conservateur doit être au courant de ce qui se passe dans son domaine. Alors j'allais aux puces, j'ai même trouvé aux puces des tableaux qui sont au Louvre. C'est fou, hein? C'est fou. Mais en 2012, il y a une Américaine, il y a des puces en Virginie, aux États-Unis, qui a acheté un tableau qui pourrait être peint par Renoir et qu'elle a acheté 5,45 €. Oui, mais est-ce qu'il est de Renoir? On est en train de vérifier. Parce que là aussi, il faut avoir l'œil pour vérifier, pour voir. Sûr. Comment on fait? Mais l'œil, c'est comme les médecins. C'est un diagnostic. Alors, il y a des bons médecins qui disent tout de suite, vous avez, je sais pas quoi, et des mauvais médecins qui disent, l'œil, c'est le diagnostic du médecin. Et il y a des gens qui sont doués, qui ont de l'œil, et il faut leur placer dans les musées, parce que c'est eux qui font les bons choix, et il y en a d'autres qui n'ont pas l'œil nécessaire. Vous avez l'œil au départ, Pierre Rosenberg. On le dit. Oui, vous l'avez, et puis en plus, vous l'avez perfectionné au fil des décennies. Alors c'est un entraînement, l'œil, si vous voulez. Ce que je peux penser sur Poussin a un poids. C'est-à-dire, si je dis qu'un tableau est de Poussin ou pas de Poussin, ça a un poids. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais en principe, on croit que j'ai raison. Si je dis la même chose sur Rembrandt, ça n'a aucun poids. Parce que je ne suis pas spécialiste de Rembrandt. C'est-à-dire que l'œil demande un entraînement, demande une pratique quotidienne. Et l'œil n'est pas que l'œil, il faut aussi y ajouter la pratique, la connaissance théorique. C'est-à-dire que j'ai peut-être un bon œil, disons-le pour le 17e français, peut-être même pour le 18e, mais mon jugement sur Velázquez n'a aucun poids. Oui, mais parfois c'est un détail, une couleur ou quelque chose qui va faire la différence. L'œil, c'est en effet, je vous dis, c'est un diagnostic. C'est là qu'on juge des bons médecins et des mauvais médecins, et qu'on juge des bons et des mauvais historiens de l'art. Et vous avez toujours eu le bon œil, ou quelquefois vous... On dit que j'ai le bon œil. Voilà. On dit que les grands yeux, on les connaît. Il y a une douzaine de grands yeux du siècle passé, Federico Zeri en Italie, enfin voilà, mais qui sont bons que sur certains domaines. Et on leur demande naturellement leur avis sur Renoir que vous citiez, ou sur un primitif hollandais, et leur avis n'a aucun poids. En tout cas, votre avis a du poids, et pas seulement dans les musées, et on va évoquer une date importante dans votre vie aussi, le 7 décembre 1995. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Rosenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Rosenberg. Vous avez été pendant 7 ans le patron du musée du Louvre. Vous avez d'autres activités. Vous êtes l'œil du XVIIe siècle et de Poussin. Et dans quelques jours, eh bien, il y a le Salon des dessins. On va en parler tout à l'heure aussi. Mais j'en reviens au 7 décembre 1995. C'est ce jour-là où vous devenez immortel, où vous êtes élu à l'Académie française, ce qui a été une surprise pour vous. Oui, j'étais très poussé par un homme que j'aimais beaucoup, qui était académicien naturellement, et qui m'a dit un jour qu'il fallait que je me présente. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été élu la première fois que je me présentais, au 2e tour, et beaucoup de chance. Je crois que ce qui a joué dans cette élection, c'est peut-être un peu de notoriété, le Louvre, tout ça a dû jouer, mais je crois que ce qui a joué surtout, c'est que j'ai à l'inverse, hélas, pas mal de mes confrères, une certaine réputation internationale. Et l'idée d'avoir un historien de l'art connu en Italie, en Amérique, etc., à l'Académie, a dû jouer à ma faveur. Ça vous a surpris? Vous aviez envie d'aller à l'Académie française? Oui, on se présente à l'Académie que si on a envie d'y aller. Les gens font les coquets et disent on est venu me chercher, n'en croyez pas un mot, ne croyez pas un mot. Il faut quand même l'envie. Vous savez, il faut quand même écrire 40 lettres, ou du moins à la main, à chaque académicien, pour justifier votre candidature. 40 lettres différentes, écrites à la main, avec sur l'enveloppe, ne pas oublier de mettre Monsieur Dupont de l'Académie française. Il y a tout un rituel et qu'il faut respecter. Si vous n'avez pas envie d'y entrer, ce rituel, vous le refusez. Il y a des visites aussi. On dit qu'on va voter pour vous. On va dire qu'on va voter pour vous, ce qui n'est pas vrai.
Oui, oui, bien sûr, naturellement, ça c'est sûr. Ça, mais c'est normal. Ça, je crois qu'une fois élu, on devient l'égal de tout le monde, etc. Mais moi, les visites, je reçois. Pas toujours, et il y a très souvent trop de candidats pour les recevoir tous. Mais je reçois. Non, l'Académie, moi, je la défends, naturellement, parce que c'est une institution comme il n'y en a plus beaucoup d'autres en France. Je veux dire, elle remonte au XVIIe siècle, c'est déjà une raison pour l'aimer. Elle maintient une certaine tradition. Elle défend le français, qui bien sûr aujourd'hui traverse de très très mauvais jours, et de très mauvais jours. Elle défend le français comme elle le peut. Non, je trouve que elle a gardé sa réputation internationale. Et pour moi, c'est très important d'y défendre ma discipline, qui n'est pas représentée. Il y a très peu d'historiens d'art qui ont fait partie de l'Académie française. Il y a eu Émile Malle, il y a eu René Huyghe, mais il y a très peu. Donc, si vous voulez, je me sens un peu investi d'une mission, tout ça avec des guillemets, bien sûr, de gros guillemets, d'une mission qui est celle de défendre une discipline qu'en France, on ignore. Vous occupez le 23e fauteuil. Alors, votre prédécesseur, c'était Henri Gouillet, un philosophe que vous n'avez pas rencontré et qui n'était pas très connu. Mais il était connu il adorait le théâtre. Il allait tous les soirs au théâtre. Il était connu parce qu'il était le grand spécialiste de Comte, d'Auguste Comte et des philosophes de cette période. Et il était connu aussi parce que il ne parlait pas allemand et que par conséquent il défendait la philosophie française. Alors que c'est une discipline où la connaissance capillaire de l'allemand est nécessaire. Il y a eu le premier grand moment, c'est la remise de votre épée, et c'est Hélène Carrère d'Ancourt qui vous l'a remise, Pierre Rosenberg. Absolument, sous la pyramide. Voilà. Devant la pyramide. Et mon épée a une petite particularité, oui. je vous interromps là. Quand Bonaparte est allé en Égypte, les participants, ses accompagnateurs, qui étaient des savants, ont tous eu droit à une épée, dessinée par Bienne. Et la mienne est une des épées d'un des voyageurs d'Égypte. Alors, c'est naturellement pas celle de Bonaparte, parce qu'elle était en or. Je voudrais que ce soit celle de mon illustre prédécesseur, Dominique Vivant-Denon, mais c'est une épée, et j'ajoute qu'elle ne m'appartient pas. Ah bon? Parce qu'elle a été choisie par un conservateur du Louvre, et qui m'a obligé à l'offrir au Louvre sous réserve d'usufruit. Donc, tant que je suis vivant, je la porte. Dès que je serai mort, elle ira dans les vitrines du département des objets d'art du Louvre. Le plus tard possible. Et votre fauteuil a été occupé par quelqu'un que vous admirez aussi pour son amour de la peinture, c'est Charles Perrault. Oui, c'est juste, l'homme de la colonnade. Oui, bien sûr. Oui. Je crois qu'il adorait Poussin, lui aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, cette colonnade dont on parle beaucoup maintenant, qui redeviendra la seconde entrée du musée. Ben, en fait, Charles Perrault, les jeunes le connaissent à cause des contes de Perrault, bien sûr. Mais le Perrault, oui, c'est celui-là qui était mon prédécesseur. Et moi, je parlais de l'architecte. Oui, bien sûr. Oui. Mais votre prédécesseur, en plus, il avait un point commun avec votre père. Charles Perrault devait être avocat au début. Bon. Et il est devenu écrivain et romancier. Et il a aussi été receveur des finances et a fait une carrière politique avant d'écrire pour les enfants. Personne n'est parfait. Exactement. Alors, il y a aussi Étienne Gilson, votre prédécesseur. Et là aussi, vous avez assuré sa relève à votre manière en faisant une conférence à la National Gallery de Washington. Oui, ça a été un moment important. À Washington, des conférences considérées comme très chic, qu'on appelle les Mellon Lectures, et qu'on fait le samedi après-midi. Et alors, moi, j'avais accepté de les faire. J'avais malheureusement un peu de travail au Louvre, mais les gens qui organisaient ces conférences m'avaient permis de prendre le Concorde. Voilà. Alors, je prenais le Concorde le samedi matin, je faisais ma conférence le samedi après-midi, je repartais le lendemain matin, le lendemain, pour Paris, de sorte que j'avais quitté le Louvre le vendredi, j'étais à mon bureau le lundi matin. Et le Concorde, et pour ça, avait quelques avantages. Il se trouve aussi que cette carrière internationale dont vous parlez, cette reconnaissance, comment c'est venu? C'est venu petit à petit, Pierre Rosenberg? C'est venu petit à petit, si vous voulez. C'est venu par les expositions, surtout, je crois, que j'ai faites. Parce que les expositions que j'ai faites sur Poussin, sur Fragonard, sur Watteau, et bien d'autres, toutes ces conférences, toutes ces expositions, je les ai faites naturellement au Grand Palais, mais je les ai faites aussi toujours avec des musées étrangers, que ce soit le Metropolitan, que ce soit Washington, que ce soit des musées moins importants. Et c'est comme ça, évidemment, que d'une part, j'ai pu faire connaître des artistes que ces pays-là ne connaissaient pas, et surtout, c'est par ces expositions qu'on a su ce que je faisais. Oui, mais en même temps, vous avez non seulement fait les expositions, mais réalisé les catalogues, ce qui représente des centaines de pages, ce qui est un travail. Aujourd'hui, dans l'exposition, il y a toujours 10 personnes qui font ça, vous étiez tout seul.
Oui, j'aime bien les catalogues faits par une seule personne. Quand elles sont faites par trop de personnes, on voit plus très bien qui pense quoi. Oui. C'est un peu l'évolution des catalogues m'attriste. Et j'aime bien les catalogues où quelqu'un se dévoue complètement à la réhabilitation ou à une meilleure connaissance d'un artiste. Et non pas ce partage en chapitres qui, à mon avis, me dérange un peu. Heureusement, il y a encore de bonnes expositions. Oui, mais en même temps, c'est un énorme travail, Pierre Rosenberg. Oui, mais ça suppose ne pas prendre de vacances, il n'y a pas de secret. Je crois que dès 7h30 du matin, vous êtes à votre bureau. Oui, bien sûr, mais surtout, je ne prenais pas de vacances. Et alors? Mais je suis très heureux, j'en prends toujours pas des vacances. Et je crois que les vacances sont quand je serai président de la République, puisque vous m'avez interdit de politique, j'en fais là. Oui. Quand je serai président de la République, premier décret sera les vacances sont supprimées. Oui, ça me donne des chances d'être élu. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit très populaire pour l'instant. Ah bon? Alors, vous avez été aussi conservateur du Musée national de l'amitié franco-américaine. Oui, ça, c'est quelque chose d'important aussi, car ça réunit des amateurs du monde entier. C'est un musée national qui a été créé par une Américaine qui avait beaucoup aidé la France pendant la guerre de 14 et qui, surtout après la guerre, s'est beaucoup occupé des réfugiés. Anne Morgan. Vous voulez une petite anecdote sur Anne Morgan? Alors, quand je suis arrivé à ce poste qu'on m'avait demandé, c'est un musée qui était en perdition totale, et on me l'avait confié parce qu'on savait mes amitiés pour les États-Unis et pour les relations franco-américaines. Quand je suis arrivé, je me suis dit, rien n'est plus facile. Anne Morgan, qui avait donc fait tout pour ce musée, qui était morte à Paris, Anne Morgan, donc je vais aller voir la banque Pierre Morgan, et ils vont me donner tout l'argent dont j'ai besoin pour retaper ce musée qui avait fichument besoin. Alors j'y suis allé, ils m'ont quasiment mis à la porte. Bon, carrément. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que fait? Et alors j'ai mis du temps à comprendre ce qui était arrivé, et qui heureusement aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour, et qui au contraire fait que la banque Morgan aide le musée de Blérancourt, c'est que Anne Morgan était lesbienne. Et d'avoir dans cette banque, quelqu'un qui était propriétaire en partie de cette banque, avec ses mœurs qui à l'époque étaient considérées comme ça. Donc il voulait pas, c'était le mouton noir. Et par conséquent, donner de l'argent à ce mouton noir, si j'ose dire, c'était impensable. Il m'avait mis à la porte à cause de ça. Aujourd'hui, la banque Morgan aide beaucoup le musée de Blérancourt. Donc vous voyez là aussi les changements de mentalité. Mais c'était vraiment la raison. Et Blérancourt, c'est dans le nord, je le précise, dans le nord de la France. Oui, et en même temps, c'est un musée aujourd'hui qui a retrouvé sa place grâce à votre travail, ce qui n'a pas été simple. Oui, je me suis bien amusé à réhabiliter ce musée. J'avais fait appel à l'époque à un architecte, Yves Lyon, et puis à notre plus grande surprise, alors là c'était une surprise totale, l'aile qu'il avait remodelée, qu'il avait construite, lui a valu ce qu'on appelle l'équerre d'argent, qui est la plus grosse récompense qu'un architecte puisse avoir en France. Alors cet équerre d'argent a fait que le musée de Blérancourt a reçu la visite de tous les architectes qui voulaient voir pourquoi Yves Lyon avait reçu cette reconnaissance. Il se trouve aussi que grâce à vous, non seulement le Louvre, mais ce musée et quelques autres ont retrouvé une nouvelle vie, ce que vous n'imaginiez pas au départ, car quand vous avez débarqué dans un musée pour la première fois, ça n'avait rien à voir, les musées auraient pu disparaître. Oui, bien sûr. Mais c'est amusant de réhabiliter un musée. À l'heure actuelle, j'ai comment dire, j'ai un ami, c'est le bon mot, qui s'occupe justement non pas de réhabiliter le musée, mais de créer le musée qui sera consacré au XVIIe siècle, le musée du Grand Siècle, qui ouvrira en 2027, et qui est à Saint-Cloud, dans des bâtiments qu'on voit parfaitement quand on va à Versailles à partir de l'autoroute, et qui sera un musée consacré au XVIIe siècle, mais qui sera aussi consacré à ma collection, que je lui ai donnée. On va en parler justement tout à l'heure, mais il y a aussi un autre festival que vous avez lancé, c'est le Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau. Oui, et ça aussi, vous avez ouvert à un public qui considérait que c'était presque réservé à une élite. Oui, mais le Fontainebleau, c'est un beau festival où tout le monde peut venir, avec des conférences, et chaque année, c'est un pays qui est invité. Je laisse deviner à vos auditeurs quel a été le premier pays que j'ai invité. Les États-Unis? Non. Non? L'Italie. L'Italie, bien sûr. À cause l'Italie. Vous savez, les historiens de l'art, ça c'est aussi une particularité de cette profession. Tout le monde parle anglais à tort et à travers, très mal en général. Et il y a un domaine où l'anglais est supplanté par une autre langue, et c'est l'italien qui supplante l'anglais parmi les historiens de l'art. Vous voyez un Hollandais parler à un Canadien en italien. C'est resté la première langue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de l'histoire de l'art.
Et le travail aussi d'un historien est incroyable parce qu'il faut vérifier chaque détail. On n'a pas le droit à l'erreur, Pierre Rosenberg. On n'a pas le droit à l'erreur. Comment on fait? C'est-à-dire, l'historien d'art, vous avez parlé de l'œil, mais c'est aussi la consultation des archives, des documents. C'est un travail de fourmi, il faut vérifier tout. Il faut tout vérifier. Une provenance, qui a acheté quoi, pour quelle somme, quand. Et voilà. Et il y a aussi des cinéastes qui sont passionnés par l'art, et notamment Alfred Hitchcock dans ce film. Je ne sais pas si vous le savez, Pierre Rosenberg, mais dans Psychose, un film d'Alfred Hitchcock, il a utilisé le tableau Maison de la voie ferrée d'Edward Hopper. Ah oui, oui. Ah oui, je ne savais pas. Voilà. J'aime beaucoup Hopper. Voilà. Et donc, peu de gens le savent, mais le décor de ce film, c'est le tableau d'Hopper. Ah, qui à l'époque n'avait pas la gloire qu'il a aujourd'hui. Exactement. C'est une redécouverte de l'histoire de l'art des 20 dernières années. Mais il y a des hauts et des bas dans les cotes des peintres. Il y a des hauts et des bas. Oui, c'est vrai. L'exemple le plus frappant, c'est les pompiers, que l'on a méprisés. Oui. On aurait volontiers détruit les tableaux des pompiers qui, aujourd'hui, sont revenus à la mode. Je me répète, de la foire, la grande foire de Maastricht, qui est le grand événement. On voyait beaucoup de stands avec ces tableaux qu'il y a 20-30 ans, on aurait jeté à la poubelle. Et comment ça s'explique? Le goût, l'évolution du goût. L'évolution du goût. Caravage, qu'est-ce qui plaît chez Caravage? La violence, le côté très direct. Il vous raconte une scène et vous êtes là. Ça plaisait pas autrefois. On préférait la sérénité, le calme absolu de Raphaël, l'espèce de paix que produisent ces tableaux, l'espèce de recueillement. Voilà. Et si Poussin n'est pas à la mode, et n'est pas à la mode, c'est parce que justement, il ne correspond pas tout à fait à l'esthétique de nos jours. Alors Cézanne, bien sûr, qui voulait refaire du Poussin sur nature. Les peintres adorent Poussin, les historiens d'art aussi. Mais le grand public ne se sent pas concerné par les tableaux de Poussin. J'espère que mon livre mettra bon ordre à tout cela. J'en suis convaincu. Et en attendant, avant ce livre, il y a la date du 26 mars 2025 que nous allons évoquer dans quelques instants sur Sud Radio avec Pierre Rosenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Rosenberg, vous avez un parcours exceptionnel à la fois dans le monde entier avec vos expositions, vos catalogues, avec le musée du Louvre que vous avez présidé pendant 7 ans, avec l'Académie française dont vous êtes aujourd'hui le doyen, d'ailleurs depuis la disparition d'Hélène Carrère d'Ancos. Le doyen d'élection, pas le doyen d'âge. Non, le doyen d'élection. Et donc, le 26 mars 2025 débute le 33e Salon du dessin à Paris, qui est au Palais Brongniart. Et ce salon, pour vous, c'est quelque chose d'important. Il est capital, il est absolument capital. Je parlais de Maastricht, dans le domaine du dessin, c'est l'événement annuel que tout amateur de dessin, qu'il soit conservateur ou qu'il soit collectionneur, ne peut pas rater. Il faut y être. Pourquoi? Parce que sont réunis là les principaux marchands de dessin du monde entier qui présentent leurs acquisitions, que très souvent, ils réservent pour le salon du dessin. C'est-à-dire, ils achètent un dessin, ils le mettent bien au chaud pour ne le présenter qu'au salon du dessin. Il faut être au salon du dessin. Si on n'est pas au salon du dessin, on n'est ni conservateur de dessin, ni collectionneur. Toutes sortes de dessins. Toutes sortes de dessins, presque jusqu'au dessin contemporain, mais toutes sortes de dessins de tous les pays, de toutes les écoles. Alors les collectionneurs de dessins, c'est une race assez particulière. Je racontais tout à l'heure qu'il y avait des couples d'Américains qui collectionnaient les dessins de tout siècle, de tout pays, de toutes écoles. Et ils avaient 100 dessins. Pas 100. Et quand ils voulaient en acheter un 101e, ils se posaient la question, le soir au point du feu, lequel de leurs 100 dessins il fallait sacrifier pour le 101e. Et s'ils trouvaient que le sacrifice n'en valait pas la peine, ils ne l'achetaient pas. Si au contraire, etc. C'est une manière de collectionner. Alors il y a des collectionneurs qui sont boulimiques, il y a ceux qui n'achètent que les paysages, il y a ceux qui n'achètent que les dessins hollandais, il y a ceux qui n'achètent que les animaux sur les dessins. Il y a tout ce monde se retrouve à partir de la date que vous avez dite là. Tout le monde fera la queue à 3 heures pour être le premier à entrer au salon du dessin, dans l'espoir que quelqu'un ne lui aurait pas chippé le dessin qu'il convoitait. Tout le monde sera là. Et puis il y a un événement qui se joint à ça, c'est le déjeuner du salon du dessin. Alors ne pas être invité au déjeuner du salon du dessin, c'est la honte définitive. Définitive.
Mais c'est un événement merveilleux. Moi, j'y vais depuis qu'il existe, avec passion. Et je crois qu'il a débuté très modestement à l'hôtel Georges V. Il y avait 17 exposants en 91. Oui, oui. J'ai vu, en effet, sa transformation. J'ai vu surtout une chose qui, à mon avis, il faut souligner, c'est que Paris, à cause du Salon du dessin, est devenue la capitale mondiale du marché du dessin. Autrefois, quand on s'intéressait au dessin, on allait à Londres. C'était Londres qui avait le monopole. Aujourd'hui, de Londres, plus personne ne parle. On ne parle que de Paris. Que si un Allemand veut vendre un dessin, et s'il y a un acquéreur aux États-Unis, ça passe par un marchand de Paris. C'est vraiment, le Salon du dessin, une sorte de monopole du dessin. Et dans un moment où la France perd souvent des places dans les classements, dans le domaine du dessin, Paris est aujourd'hui le numéro 1 mondial sans aucun doute. Oui, mais on connaît les collectionneurs de peinture, on connaît moins les collectionneurs de dessin. Ah, c'est une autre race. Moi, je connais les deux races un petit peu. Je me suis beaucoup occupé de ces deux races. C'est deux races différentes. Si vous voulez la grande différence, c'est si vous achetez un tableau, vous l'accrochez à vos murs. Un dessin, vous le mettez dans vos cartons. C'est une chose plus intime, le dessin. C'est une chose plus intime, plus difficile. Qu'est-ce que c'est qu'un dessin? C'est la réflexion d'un artiste. C'est pas toujours le cas. C'est la réflexion d'un artiste qui, à travers sa pensée, transforme une idée en une image. Et bon, l'image est peinte, et le dessin est l'intermédiaire entre cette pensée et l'œuvre définitive. C'est par conséquent un moment de création particulièrement intéressant. On voit l'artiste réfléchir à l'idée qu'il a eue, à la transformer, cette idée, en quelque chose de visuel. Et le monde du dessin a ses codes aussi. Oui. Avec les encres, il y a de l'encre, dessin à la plume. Il y a toutes les techniques possibles et imaginables. Toutes les techniques possibles et imaginables. Il y a autant de variétés de dessins que de variétés de collectionneurs. Et tout ce monde s'observe. On perd un peu de temps à dire bonjour à gauche et à droite, mais on voit réunis en un seul lieu, venus du monde entier, le meilleur de ces dessins. Les collectionneurs de dessins sont plus discrets, plus repliés sur eux-mêmes. Mais c'est une autre race que les collectionneurs de tableaux, mais c'est une race passionnante. Si vous voulez, les collectionneurs sont des créateurs ratés. S'ils étaient vraiment créateurs, ils peintraient, ils écriraient des poèmes, etc. Leur création, c'est leur collection. Leur création. Et ce qu'ils veulent par leur collection, c'est survivre. Et ils survivent en donnant leur collection, en publiant le catalogue de leur collection. Cette survie leur est assurée par le dessin. En même temps, on peut collectionner les dessins plus que les tableaux de maître, ça coûte un peu moins cher. Non. Même pas. Même pas. Aujourd'hui, il y a des dessins qui valent plus cher que des tableaux du même artiste. Non, il y a eu oui, vous avez raison d'insister sur ce point. J'ai connu l'époque, c'est là que j'ai commencé moi-même à collectionner les dessins, où le dessin coûtait rien par rapport au tableau. Maintenant, l'échelle, c'est complètement... Le fossé n'existe plus. Il y a des dessins il y a maintenant des dessins qui valent plusieurs millions d'euros. C'est vraiment plusieurs millions d'euros. Et il faut aussi se dire que il n'en reste plus beaucoup de dessins. C'est-à-dire que les musées ont tellement accaparé qu'aujourd'hui, recréer une grande collection, c'est presque devenu impossible. Si vous voulez des dessins de Raphaël ou de Michel-Ange, c'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ou presque plus. Il faut fouiller peut-être les puces ou autre chose, non? Oui, il arrive des miracles qu'attendent tous les marchands de dessins. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir qu'une discipline comme le dessin, qui était un peu méprisée en France, où il y avait, est redevenu une discipline à la mode, et comment un pays qui était un pays de second plan est redevenu en quelques années, alors que le pays lui-même n'a peut-être pas connu le même progrès, est redevenu capitale mondiale. Si vous voulez, le dessin, c'est Paris. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Et c'est un grand plaisir de le vérifier chaque année. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enfants sont concernés, puisqu'il y a un concours de dessin au Palais Brognard, oui. Parce que c'est une façon de préparer l'avenir. Il y a les enfants, il y a aussi les conférences, qui ont chaque année un thème. Non, il y a toutes sortes d'activités autour. Il y a un musée invité. Cette année, c'est le musée de Reims qui est invité. Parce qu'ils ont un fonds de dessin, notamment allemand, très important, qui sera présenté pendant... j'ai moi-même été invité, j'ai présenté il y a quelques années la crème de mes dessins, qui ne sont plus mes dessins, puisqu'ils appartiennent au musée du Grand Siècle. Alors, mais en même temps, il y a les dessins. Quand on voit la BD, par exemple, oui. Quand Hergé faisait ses planches, il était persuadé que ça intéresserait que les enfants. Aujourd'hui, elles valent plusieurs millions d'euros dans les ventes. Bien sûr, et Angoulême est devenu la capitale de la bande dessinée, au même titre que
le Palais Brongniart est devenu la capitale mondiale pendant quelques jours du dessin. Oui. Et je connais des dessinateurs qui, dans les signatures, on vient leur apporter une planche, qu'à l'époque, elle se volait, sans se rendre compte qu'elle valait beaucoup d'argent. Bien sûr. Alors, vous avez aussi la collection et vous vous qualifiez de collectionneur compulsif. Oui, je ne suis pas un bon collectionneur. Je suis pas un bon collectionneur. Si vous voulez, les bons collectionneurs sont ceux qui ont 100 dessins que j'évoquais tout à l'heure. 100, on peut aller jusqu'à 1000, mais enfin, ou 500. Mais moi, j'en ai beaucoup plus parce que j'ai trop acheté dans ma vie. Vous savez, collectionner, c'est un métier à plein temps. Et si vous voulez, les bons collectionneurs ne font rien d'autre. Ils font rien d'autre. Il faut se concentrer, il faut savoir économiser pour acheter quelque chose qui sera trop cher, etc., etc. C'est un métier à plein temps. Moi, j'ai malheureusement dans ma vie fait d'autres métiers qui m'ont pris beaucoup de temps et j'ai pas pu consacrer autant de temps qu'il le faudrait pour être de la race des collectionneurs. Et les collectionneurs consacrent beaucoup de temps. Et vous avez le collectionneur qui dit « je n'ai pas pris de vacances parce que je voulais acheter ce dessin ». Si j'avais pris des vacances, je n'aurais pas pu me payer. Vous avez toutes sortes. Il y a le collectionneur qui dit je l'ai payé trop cher. Il y a le collectionneur qui vous raconte j'étais chez ma grand-mère et derrière la porte il y avait un petit dessin. D'accord, quand je ne lui ai rien dit, mais etc. Vous avez toutes les gradations de convoitise qu'il y a chez les collectionneurs. Moi, j'aime beaucoup l'atmosphère du salon du dessin. Oui. En même temps, ce salon du dessin, bon, il y a beaucoup de collectionneurs, mais votre première... Il y a beaucoup de conservateurs qui se concentrent pour le salon, qui savent qu'ils auront à dépenser 200 000 $ et qui attendent le salon du dessin pour les dépenser et qui se disent si j'achète celui-là, je ne pourrais pas acheter celui-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils passent des nuits blanches à réfléchir à ce qu'ils vont faire. Et puis, alors vous, votre premier dessin que vous avez acheté, je crois que c'est au musée du Louvre, lors de votre première visite avec votre mère. C'est pas au musée du Louvre, j'avais acheté une gravure, vous voyez comme quoi on n'est pas fidèle à ses parents, une gravure de Lursa. Oui. Un artiste connu pour les tapisseries qui sont à Angers. Et j'avais acheté cette gravure que je ne retrouve pas chez moi, à ma plus grande tristesse, mais j'avais 12 ans. Oui, exactement. Mais comment est venu le désir de collectionner autant? C'est un vice. Alors, c'est un vice, comme vous savez, la lecture est un vice impuni. Et collectionner, c'est un vice impuni également. Mais c'est un vice, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont frappés par ce vice tout jeunes et qui ne peuvent pas y échapper. Et il y a ceux qui découvrent ce vice plus tard. Mais en gros, c'est un vice de jeune qu'on acquiert jeune. J'ai collectionné quand j'étais jeune les plumes d'oiseaux, les billes, j'ai tout collectionné. Et je vois très bien, parmi les jeunes conservateurs qui viennent me rendre visite, ceux qui ont été frappés par le vice et ceux qui, au contraire, s'en tiennent à distance. Je crois que vous avez 694 tableaux, 3500 feuilles de dessin, 45 000 livres et 1500 boîtes d'archives. Voilà. Il faut les entreposer, tout ça. Mais oui, tout ça va aller au musée du Grand Siècle. Tout ça va loger en ce moment des demoiselles qui s'occupent de ma bibliothèque, qui est une bibliothèque importante pour le XVIIe, et se pose tout de suite la question de savoir si au musée du Grand Siècle, cette bibliothèque sera figée ou si au contraire elle restera vivante. C'est une grande décision. Ma documentation est en cours de numérisation. Elle sera consultable dès l'ouverture du musée. Mes tableaux seront en partie dans le musée du Grand Siècle et en partie dans le musée des collectionneurs. Et mes dessins seront au cabinet des dessins du musée du Grand Siècle. Je suis très content de cette formule. Je précise que le musée sera à Saint-Cloud. Et je reprécise une chose importante que j'ai découverte il y a peu de temps, c'est qu'on peut y aller en métro. Oh, c'est pratique, oui. Ça oui, c'est indispensable. Alors, il y a aussi, on se demande, parce que vous avez quand même un âge assez avancé, le secret de votre éternelle jeunesse, et je pense qu'il peut être lié à cette chanson. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce soupir de soir, qui soupire après. C'est une chanson qui s'appelle L'écharpe de Maurice Fanon, qui est une des plus belles chansons de France. Et vous ne quittez jamais cette écharpe rouge qui au départ devait être bleue, je crois. Oui, il y a eu un moment où oui, c'est ça, mais le bleu ne va pas. Alors je porte cette écharpe rouge maintenant. Je précise quand même pour vos auditrices que je ne la porte pas la nuit. Voilà. Mais pourquoi cette écharpe? C'est parce que... Je ne sais pas pourquoi. Elle m'est tombée dessus il y a très longtemps maintenant. Et elle m'est devenue habituelle. On me reconnaît, ma femme me reconnaît dans les foules à cause de mon écharpe. Mais Marcel Dassault, lui, avait une écharpe qu'il gardait tout au long de l'année, y compris l'été, parce qu'en plus... Moi aussi, je la garde l'été. Oui. Alors j'ai essayé d'en trouver de plus légère, parce que
et ça va pas. Voilà. Et vous avez aussi une autre vie, une semaine par mois, je crois, à Venise, car Oui. vous êtes un amoureux de Venise. Oui, j'ai une maison à Venise où je vais, c'est là que c'est là que j'ai beaucoup écrit. Mais vous avez oublié ma dernière vie, qui joue un grand rôle. Un grand rôle, c'est les chats. Oui, car vous avez des chats aussi. Oui. J'en ai en ce moment 3 seulement. Seulement 3. Paul Léoto avait 20 chats Les chats, ma femme et moi ne pourrions pas vivre sans chats. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est des animaux avec qui nous sentons en complicité. C'est vrai? Oh oui. Vous avez des chats? Non, j'ai un chien. Ah, Oui, alors là, vous voulez que je vous fasse de la peine puisque l'émission se termine. Les amateurs de chiens, les amateurs de chats, c'est Baudelaire. Oui, Les amateurs de chiens, c'est Bismarck. voilà. Je suis désolé, mais enfin, je connais quelques cabots, et ce qui me permet aussi d'avoir un chien. Et ce sont des compagnons fidèles comme les chats. Oui, non, j'ai dit ça méchamment. Voilà. Et Louis Nucera, que vous connaissez peut-être, écrivain, ne Oui. pouvait écrire sans avoir un chat sur son bureau. Oui, bien sûr. Et Paul Léoto, qu'on citait, ne vivait que pour les chats. Il habitait loin de Paris et tous les jours, il allait nourrir ses chats à l'heure du déjeuner. Et oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Et alors l'avenir maintenant? Mais l'avenir, c'est que Poussin est paru. Oui. La souscription à 290 €, je l'ai déjà casée. Je vais m'attaquer, je pense, très vite maintenant, à republier la correspondance de Poussin. Poussin écrivait de très belles lettres. Voilà. Elles ont été publiées en 1911, et un siècle plus tard, il est grand temps d'en faire une nouvelle édition. Vous êtes rare car vous êtes passionné. Vous avez Oui. toujours été passionné. Toujours. Ça ne s'arrangera pas. Oui, oui, j'espère pour l'instant, tout va bien. Bon, tout va bien, et puis nous serons au Salon du Dessin du 26 au 31 mars. Donc, rendez-vous incontournable au Palais Brognard, effectivement. Absolument. Absolument. Et puis, restez aussi jeune pour très longtemps et le plus longtemps possible. Je le souhaite moi aussi. On le souhaite avec vous. Merci Pierre Rosenberg. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci beaucoup.